Voilà la dernière de nos tables rondes. J'espère que les autres vous ont passionné. Et celle-là le sera évidemment. Natacha Tréant va nous accompagner. Salut Natacha. Merci d'être là une fois de plus, universitaire, maître de conférence à Grenoble-Alpes. Et puis donc deux chefs d'entreprise pour le coup au cœur de ces enjeux de décarbonation. Benoît Druffret, le patron d'Eiffage. Merci Benoît d'être là. Et puis Laurent Bataille, PDG de Schneider Electric. Bonjour, bonjour Laurent. Double casquette d'ailleurs, parce que Laurent, tu fournis, Schneider Electric fournit l'ensemble des services, des systèmes nécessaires à la décarbonation. Et donc, c'est presque plus votre propre processus de production, Schneider Electric, qui va là nous intéresser. Moi, je voudrais, en préambule, parce que on en a parlé d'ailleurs durant cette matinée, il peut y avoir des injonctions contradictoires dans cette histoire. Et les enjeux de décarbonation peuvent venir en contradiction directe avec des enjeux de compétitivité, des enjeux, on va en parler ensemble, Benoît, c'est très important aujourd'hui dans le bâtiment, dans les travaux publics, des enjeux de délai, par exemple. Donc la première question que j'ai envie de poser à vous, chef d'entreprise, et puis Natacha, tu m'aideras à faire le contrepoint, c'est où est-ce que vous le placez dans vos priorités ? Comment est-ce qu'on fait, Benoît, je vais commencer avec toi, comment est-ce qu'on fait les arbitrages ? Est-ce qu'il y a une espèce de ligne de conduite absolue, voilà, on ne transige pas, ou est-ce que ce sont des arbitrages qui sont faits au quotidien sur la décarbonation par rapport à la compétitivité, par rapport au délai, par rapport à l'ensemble des autres contraintes qui pèsent aujourd'hui sur votre activité ? Je pense que le management en général est toujours des arbitrages, quelles que soient les thématiques. C'est vrai. Et celle-là, bien sûr, en fait partie. C'est vrai, on est sur un chemin de crête, parce que de plus en plus, on a les solutions. Par contre, pas encore dans le coût économique. Donc, il faut trouver ce bon équilibre qui nous permet à la fois, bien sûr, de ne pas louper nos priorités et travailler finalement à moyen et long terme. Parce que à moyen et long terme, il n'y a pas de notion d'arbitrage, il n'y a qu'une certitude. Par contre, c'est un chemin où on doit à la fois accompagner nos parties prenantes, bien sûr nos clients, mais je crois surtout que c'est plein d'opportunités. Oui, c'est surtout ça le sujet. Ça, on va en parler très largement, mais ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il y a une réponse simple, en tout cas pas non, pour toi. Pour moi, il n'y a pas de réponse simple. Et puis, je dirais, je vais aller encore au-delà. Ça fait plus de 2000 ans qu'on fait de la comptabilité. Et on se pose parfois encore des questions sur des normes et tout ça. Et ça fait combien de temps qu'on essaye de compter les gaz à effet de serre ? Ouais, très juste. Et le vrai débat, c'est que la plupart des gens n'ont pas encore de notion. On n'a pas d'ordre de grandeur. Donc il y a une vraie problématique d'éducation finalement, mais c'est ça qui est merveilleux, pour finalement sensibiliser les gens, leur donner des capacités de faire cet arbitrage. Le pire, c'est un arbitrage qui n'est pas compris. Et plus on fait comprendre, plus on sensibilise, plus on est capable d'accompagner cette transition, parce que chacun est convaincu qu'à moyen et long terme, il n'y a pas de choix à avoir. On est convaincu de la réponse. Laurent ? Alors, je trouve très intéressant la remarque sur la finance, en fait, ou la Mais comptabilité. oui, c'est pas évidemment. Et le suivi de la décarbonation, parce qu'effectivement, dans les dernières années, on voit une claire accélération sur le marché, la standardisation des normes de comptabilisation sur la partie carbone, scope 1, scope 2, scope 3, le suivi au niveau de l'impact des entreprises. Et je pense qu'effectivement, l'éducation commence à arriver, à marche forcée. Donc probablement dans les années qui vont venir, on pourra tous parler le même langage, parce qu'in fine, c'est un langage comme celui de la finance. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, et en particulier à court terme, il y a des arbitrages qui sont nécessaires, en particulier parce que vous avez un certain nombre d'aspects de régulation ou législatifs qui ne sont pas tranchés à ce stade. On parle par exemple d'ajustement aux frontières pour le carbone. N'empêche qu'aujourd'hui, on doit quand même prendre des décisions alors que ces mécanismes ne sont pas en place. Absolument. Voilà, donc nous, on a pris une approche chez Schneider qui est une approche de principe, qui est de dire, sur l'ensemble de nos fournisseurs, le top 1000, on veut les accompagner dans la décarbonation.
Parfois, les aider à décarboner, ça va même probablement les rendre plus compétitifs, parce que dans la décarbonation, il y a des aspects de compétitivité, d'automatisation, de digitalisation de leurs process qui peuvent les rendre plus compétitifs. Parfois, il y aura un surcoût, c'est particulièrement le cas des industries qui doivent se transformer parce qu'elles sont énormément énergivores, hein, que ce soit l'acier, le ciment, etc. Mais je dirais aujourd'hui, même s'il y a un surcoût, il faut y aller de toute façon. Laurent, l'objectif, il est clair, il est chiffré. C'est-à-dire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est 40% de réduction de... 50% sur nos 1000 principaux fournisseurs à l'horizon 2025. Donc c'est 50% en 4 ans. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que ça, tu vas en sortir un certain nombre du marché. Alors aujourd'hui, ce n'est pas notre hypothèse, parce qu'on voit sur on prend les 1000 principaux. Hein, donc les 1000 principaux, c'est je dirais les plus sophistiqués de nos fournisseurs. Ils représentent 70% de l'impact carbone de Schneider sur l'ensemble de notre chaîne, hein, scope 1, 2 et 3. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les aide dans l'évolution. C'est qu'on leur donne des outils, on va leur donner du conseil pour qu'ils puissent s'appliquer les mêmes pratiques qu'on s'est appliquées à nous-mêmes dans les 15 dernières années. Donc c'est vraiment, je dirais, un accompagnement main dans la main pendant les années qui viennent. Mais l'objectif est Mais c'est quand même un peu la logique de la Commission européenne avec l'industrie automobile. Ce qui a un peu connu la construction aussi à un moment, on vous donne une norme qui vous semble totalement impossible à atteindre, mais vous allez voir, vous allez y arriver en fait. Vous allez tous vous mettre en tension et vous allez y arriver. Exactement. Et en fait, on le fait non pas en tirant dans le noir. Hein. La réalité, c'est que nous, on s'est appliqué énormément de ces recettes sur nos propres usines dans les dernières années. Hein, on sait que tous les 3 ans, on est capable, sans discontinuer, c'est-à-dire même dans les 3 ans à venir et la période encore après, de baisser nos besoins d'énergie de 10% tous les 3 ans. Hein. Ça, on l'a fait depuis plus de 12 ans. Vous voyez qu'on est vraiment sur des courbes intéressantes. L'efficacité énergétique, c'est le job de Schneider Electric. C'est notre job, exactement. Voilà. Mais du coup, on se dit, c'est possible. Et puis par ailleurs, on regarde aujourd'hui, on a 30 usines qui sont net zéro. On va en rajouter 120 dans les 5 ans qui viennent, enfin d'ici 2025. Hein, donc ça va nous faire passer à 150. C'est exactement le même chemin d'amélioration continue qu'on attend de nos fournisseurs. Benoît, quand on est dans le BTP, et évidemment je te donne la parole dans un instant, Natacha, quand on est dans le BTP, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quoi ? C'est chaque chantier, pratiquement, c'est une PME en fait. Hein, c'est 3000, 5000 entreprises qu'il faut sur là. Un tel objectif, ça pourrait être possible, par exemple ? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Mais en fait, c'est là où chez nous, la notion de culture... Moi, j'aime bien faire le parallèle avec la prévention. On a énormément travaillé sur la sécurité de nos chantiers. La lutte contre les accidents sur les chantiers. Voilà. Ouais, et en fait, il y a eu une période, et on en avait besoin, où ça a été plutôt quelque chose qui était entre les mains d'experts, qui allaient aider. Et en fait, la culture change quand ça devient d'abord, en premier lieu, enraciné par le management. C'est un acte du quotidien, ce n'est pas quelque chose en plus. Je ne réfléchis plus. Et ça a nécessité cette culture. Et quand on va très très loin, après ça, on progresse encore, essentiellement parce que nos compagnons sont les premiers à veiller sur le compagnon d'à côté et à interpeller pour avoir le bon équipement au bon endroit. Et ben, sur la partie décarbonation, c'est la même chose. On a besoin des experts, mais on a besoin que l'ensemble de la chaîne de l'entreprise, et là je pourrais parler bien sûr aux acheteurs. Moi, j'adore pas le terme acheteur, en fait, parce que c'est tellement plus sympa ce qu'ils font. Ils gèrent tellement de choses. C'est une relation fournisseur, moyen terme, long terme. C'est les enjeux de l'entreprise. Et c'est une courroie incroyable, finalement, autour de cette opportunité pour être capable, justement... Tu veux les appeler comment, alors ? Tu veux les appeler comment ? Je ne sais pas, ils trouveront tout seuls. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est bien au-delà... Ce que j'aime pas, en fait, c'est souvent, en fait, on met une connotation du prix. Mais c'est plus le prix, le sujet. Le prix, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, ce qu'ils font. C'est d'avoir comprendre, finalement, le juste prix au juste endroit et l'équilibre général. On parlait de cette problématique de l'intégrer. Et bien sûr, il va falloir qu'ils aient les ordres de grandeur sur des sujets de carbone pour être capable de faire des habits. En fait, c'est des conseillers en interne, parce qu'ils vont aider toute cette chaîne qui est indispensable. Dans les groupes de BTP comme le nôtre, c'est 80% de nos émissions à gaz à effet de serre.
Donc ils ont une responsabilité incroyable, mais aussi une très belle opportunité pour avoir du poids sur la stratégie de l'entreprise et sur sa capacité à réussir cette transition. Natacha. Alors, juste une remarque par rapport à ce que disait Laurent par rapport aux contraintes. La décarbonation, malgré tout, aujourd'hui, elle s'impose à la stratégie des entreprises par la loi. Et en fait, on est quand même passé d'une logique de soft law à une logique de hard law. Ouais. Et c'est considéré souvent comme une contrainte par les entreprises lorsque, en fait, la loi précède la technologie. Ce qui est assez rare. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais elle s'impose par la loi dans certains secteurs, mais Alors, pas tous. Si, pas tous. Alors, justement, deux remarques. Alors, elle va s'imposer dans certains secteurs. Tu prends le plastique, par exemple, le fait de dire, en France, 2025, c'est que du plastique recyclé. L'agroalimentaire, ils sont bien embêtés. Parce que du plastique recyclé de qualité alimentaire, food contact, c'est une technologie qui est embryonnaire. Comment est-ce qu'on fait? Eux, ils le vivent comme une contrainte. Tu prends, par exemple, par contre, dans la rénovation, nouvelle législation par rapport à la rénovation des bâtiments, tu as le patron à un moment donné de Saint-Gobain qui dit, Benoît Bazin, Saint-Gobain, on a 30 ans de croissance devant nous. Maintenant, la législation qui concerne tous les secteurs, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je pense que de plus en plus, la loi, notamment toutes les législations qui concernent le reporting extra-financier des entreprises, vont devenir de plus en plus déterminants sur la stratégie des entreprises, et la fonction achat va avoir un rôle déterminant par rapport à ça. Et juste pour vous dire, en janvier 2022, donc là dans 2 mois, toutes les entreprises qui sont aujourd'hui soumises à une obligation de déclaration de performance extra-financière. Pour faire simple, entreprises cotées ou non cotées qui ont grosso modo plus de 500 personnes. Eh bien, elles vont devoir se conformer à l'article 8 de la taxonomie européenne qui nous dit, dorénavant, vous devez préciser quel est le montant de vos achats OPEX et CAPEX qui peuvent être considérés comme étant durables, transitoires ou habilitants. Et ce n'est pas que du reporting. En fait, la taxonomie européenne nous dit, mais en plus, il faut donner une trajectoire à 5 ans pour expliquer comment vous allez transformer en fait des achats qui ne sont pas durables en achats durables sur 5 ans. Et alors, on voit bien le rôle essentiel de la fonction achat, on est d'accord? Passionnant. Mais par contre, pour tous ceux qui vont me dire, ah oui, mais on s'en fiche, nous, à un moment donné, on fait moins de 500 personnes. Eh bien non, parce que la directive européenne, aujourd'hui, en fait, il y a une nouvelle directive européenne qui est mise en place. Je pense qu'elle va apparaître, en fait, et qu'elle va être mise en application en 2024. Et en 2024, le seuil est abaissé à 250 personnes. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment une majorité des entreprises qui est concernée. Et puis après, le donneur d'ordre, en fait, voilà, lui-même, il va exactement. Et on est sur en une avance logique de cascade. phase. Et on est sur une logique de cascade, et c'est ce que dit typiquement Laurent. On va cascader les choses. Ça, c'est vraiment déterminant. Les outils dont vous disposez, Benoît, faut raconter un peu. C'est-à-dire, vous avez un logiciel propriétaire. Oui, en fait, qui permet aux managers justement de se rendre compte de ce qu'ils font au quotidien. Voilà, on a commencé sur certains métiers. Alors, il y a des métiers où on intègre beaucoup plus verticalement. Par exemple, les métiers de la route, sur lesquels finalement on met en œuvre. Donc, métiers de la route, pour préciser, vous les faites, vous, les routes, c'est pas... Absolument, on les entretient aussi. Voilà, beaucoup, vous les entretenez. Parce que de plus en plus, c'est ça. Et dans ces métiers-là, on avait historiquement, bien sûr, nos carrières, nos usines d'enrobés, nos industries. Donc, on a une compétence et une connaissance globale de tout ce qu'on utilise. Puis en plus, ça a une connotation très émissive. Tout à fait. Et on a voulu, pour sensibiliser, finalement, interfacer nos logiciels d'études de prix directement avec des données reconnues, certifiées, nationales, qui nous permettent, en fait, jusque dans la petite agence, pour un devis de quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, directement avoir le devis en euros et le devis en carbone. Ça permet de sensibiliser, si j'utilise telle solution ou telle autre, ça fait des choses différentes. On est capable de le montrer aux clients. Et puis derrière, on a mis en place au niveau du groupe des fonds, ils s'appellent EFAS, parce que c'est le fonds d'arbitrage carbone, et puis le EDFAGE, bien évidemment, qui permet de dire à quelqu'un sur le terrain de nous mobiliser en direct en disant « j'ai une bonne solution, je ne suis pas sûr que mon client va la prendre, je ne suis pas compétitif, donc est-ce que l'entreprise, par acte volontariste en fait, est capable de m'aider à ce que soit cette solution qui soit choisie ?» Bien évidemment, on le met en avant, le client, les parties prenantes s'en saisissent, et très souvent, le client va préférer s'en occuper lui-même. Le principe, c'est éduquer. Il faut décrire le truc. C'est-à-dire, celui qui, alors on va dire, j'en sais rien, chef de chantier, c'est à ce niveau-là que ça se passe, bien sûr, par exemple. Donc, qui fait appel à ce fonds,
Toi, tu lui dis, il faut qu'il écrive à son client, c'est le fond de la maison mère qui va nous aider à passer sous la toise. C'est ça. Exactement. Voilà. Le principe, c'est d'abord, ça nécessite à ce que la personne, dans son agence, sur son chantier finalement, ait compris ses problématiques. Donc c'est excessivement éducatif. Ouais. Il est après capable de le mettre en avant. Ouais. Il a des éléments techniques pour le justifier avec un collège d'experts qui lui répond de manière immédiate. Et puis derrière, forcément, si vous me permettez l'expression, ça fait des petits. Et c'est ça qui est important. Parce que dans nos métiers, c'est l'acte au quotidien. Sur un très très gros chantier, c'est facile de mobiliser beaucoup d'expertise et être capable de concentrer le savoir-faire. Mais on réussira si c'est partout que ça se fait. Et je pense que c'est un élément qui est vraiment excessivement important parce qu'on voit bien que ça prend et que ce sont des gens qui n'auraient pas forcément, qui se saisissent de ça comme une opportunité. On est bien aidé parce que beaucoup sont sensibilisés dans nos parties prenantes et dans nos métiers, c'est comme ça qu'on va avancer. L'autre exemple que je pourrais prendre, bien sûr, c'est... Moi, j'ai toujours été convaincu que de la contrainte naît l'innovation. Et c'est ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, quand vous savez qu'en France, l'entretien des routes, avec de la chimie verte, on est capable de le faire sans carbone, et les spécialistes diraient même en carbone négatif, parce qu'il faut planter des arbres pour avoir la chimie verte, eh bien, ça veut dire que la route, en termes de son existence, son entretien, elle est déjà décarbonée. Mais c'est forcément pas beaucoup connu encore. Et Non, pour autant, c'est une réalité. C'est un autre sujet, quoique c'est le même. C'est ultra challenging. Tu m'avais décrit ça quand on avait préparé ensemble l'entretien, c'est-à-dire l'idée effectivement de camions qui assez vite seront décarbonés. Enfin, voilà, s'il y a un élément où l'hydrogène peut être efficace, c'est sans clair. doute sur les camions. Des camions décarbonés sur une route que tu peux entretenir en carbone négatif, effectivement, parce qu'il y a de la séquestration de carbone, hein, c'est ça, dans Bien les sûr. résidus de pain que tu utilises. Oui, mais ça transforme complètement l'ensemble des arbitrages qu'on est en train de prendre en faveur du rail. Tu vois, c'est... Bon, enfin bref, donc c'est un autre sujet, mais ça rend les choses pas très grave. intéressantes. Exactement. Ouais. Laurent, comment est-ce que Alors, de quels outils, là aussi, disposent les équipes pour essayer d'aider à leurs arbitrages? Alors les outils, je vais en parler, c'est les mêmes qu'on utilise chez Schneider et qu'on propose à nos clients. Eh oui, c'est ça. C'est la dualité Ouais, c'est dont on a parlé un peu plus C'est tôt. l'avantage. Donc la première chose pour moi, c'est vraiment la prise de conscience par les clients. Et en fait, ce n'est pas toujours aisé. Donc une chose qu'on fait, c'est qu'on a équipé un certain nombre de nos sites de systèmes, de systèmes qui permettent d'économiser de l'énergie ou d'atteindre le net zéro, de façon à pouvoir en faire des démonstrateurs pour que les clients puissent venir, en faire l'expérience et sortir idéalement enthousiasmés d'ailleurs. On le fait à la fois dans le métier industriel. Forcément enthousiaste. Par exemple, on a un très beau site en Normandie qui montre ce que c'est qu'Industrie 4.0 en termes de niveau d'automatisation et d'efficacité énergétique. On le fait également dans le tertiaire. Là, il n'y a pas longtemps, on a inauguré à côté de Grenoble un nouveau centre de R&D qui est un des bâtiments les plus efficaces énergétiquement d'Europe, qui est à 1/10 de consommation d'énergie par rapport aux bâtiments tertiaires moyens en Europe. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est créer des opportunités avec des démonstrateurs. La preuve par l'exemple. Voilà, de faire la prise de conscience. Deuxième chose qui est très importante, c'est le conseil. Parce qu'ensuite, on a des clients qui disent « mais moi, au fond, par quoi je démarre ?» Or, on a effectivement tout ce corpus analytique, avec scope 1, 2 et 3, d'évaluation de l'impact carbone, qui maintenant commence à être assez bien standardisé, bien connu. Et nous, on a décidé de lancer, en début de cette année, une capacité de conseil pour accompagner les clients dans l'évaluation de leur empreinte carbone et ensuite la mise en place d'un plan stratégique pour, au fil des années, améliorer et diminuer donc leur empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment le deuxième outil, c'est vraiment du conseil qui est lié à l'expertise d'un certain nombre de personnes qu'on a chez nous. Troisième point, c'est la mesure. La mesure et la documentation, puisqu'il y a un moment, effectivement, le carbone, ce sera comme la finance, c'est-à-dire qu'on va nous demander des comptes, il faudra qu'on puisse les justifier, il faudra qu'on ait des méthodologies pour expliquer ce qui se passe. Pour nous, on a une plateforme digitale qui s'appelle Resource Advisor, qu'on utilise chez nous, mais qu'on utilise chez nos clients, qui permet en fait d'accumuler
toutes les données, en particulier les données d'opération des entreprises, de façon à avoir des dashboards et de la documentation qui puissent être utilisés vis-à-vis des autorités pour présenter les plans d'action. Et finalement, après, ce qu'on a chez Schneider, et c'est le cœur de notre métier, c'est des solutions. Donc on a différents types de solutions. Une fois que les clients ont compris quel site devait être décarboné en priorité, comment est-ce qu'on peut aller plus en profondeur, éventuellement proposer, par exemple, des solutions d'efficacité énergétique sur la base d'instrumentation et de software, ou même des solutions pour aller sourcer de l'énergie verte plus aisément. On est un des plus grands arrangeurs de ce qu'on appelle Green PPAs, qui sont les Power Purchase Agreements, de façon à ce que des entreprises qui aujourd'hui achèteraient de l'énergie pas verte puissent changer de fournisseur, et ce qui crée derrière énormément de besoins de financement pour les renouvelables, ce qui est très bon. Oui, absolument. Natacha, comment est-ce que tu... On voit bien que la mesure, c'est ce que disait Laurent, la C'est mesure ça, est essentielle. Les outils Et donc, dont ils disposent voilà, aujourd'hui pour faire exactement. avancer tout le monde. Alors, il y a une étude du BCG, ce que je trouve assez intéressante, c'est que 9% des entreprises au niveau mondial qui arrivent à mesurer avec fiabilité leurs émissions de CO2, alors qu'elles sont 85% à vouloir le faire. Et on comprend bien que c'est d'autant plus intéressant d'avoir une mesure précise sur les catégories d'achat, parce que les catégories d'achat, donc les achats au sens large, qu'on appelle le scope 3 amont, c'est 11 fois les émissions directes de l'entreprise. Donc c'est énorme, les potentialités sont énormes. Et là, même jamais le digital est parfois décrié dans certains cas, on ne pourra pas décarboner sans le digital. Et le digital, en fait, il est essentiel à la fois sur la mesure, d'accord, mais aussi sur l'optimisation. Vous mettez à un moment donné des capteurs dans un bâtiment, c'est 30 à 50% d'économie d'énergie. Vous faites ce que fait Eiffage. Vous mettez à un moment donné des capteurs sur les engins de chantier, ça permet de diminuer le ralenti à un moment donné des machines, ça permet de diminuer les consommations énergétiques sur les chantiers. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et pour rebondir sur ce que disait en fait Benoît de Ruffray par rapport à cette problématique de il faut acculturer, il faut accompagner, il faut... Pour moi, le meilleur outil pour véritablement être sur cette dynamique-là, c'est d'avoir un prix interne du carbone. Et avoir un prix interne du carbone, aujourd'hui, au niveau mondial, c'est 2000 entreprises qui ont ça. C'est challengé ça, alors attention, Natacha, parce que est-ce que tu le mets là à 68 ? Est-ce que voilà, tu suis le marché, c'est ça. par exemple ? Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui en Europe... Là, on est sur une nouvelle flambée, d'ailleurs, tout le monde, bravo, très bien, mais on monte à 70 € la tonne de carbone. En Europe, la moyenne aujourd'hui tourne autour entre 60 et 70 €. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant. À nouveau, vous avez des entreprises qui vont distinguer aussi la tarification en fonction des types de projets. Saint-Gobain, par exemple, il dit pour les projets qui sont des projets pour des investissements, qui sont des investissements industriels, c'est 75 € la tonne. Par contre, pour des projets qui sont de la R&D, c'est 150 € la tonne. Et c'est typiquement en fait cette démarche-là dans laquelle est inscrit Eiffage, lorsqu'il dit mais moi à un moment donné, sur mes achats, il faut que l'ensemble des gens puissent comprendre ce que ça coûte à un moment donné un achat avec... Bon, on est typiquement là-dessus, on essaye à un moment donné de donner un prix du carbone à tel type d'achat par rapport à tel type d'achat. Premièrement, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus simple. Et deuxièmement, ça permet d'orienter les décisions au niveau des CAPEX, au niveau des OPEX. Benoît, et ça, c'est vraiment... vous n'avez pas de prix interne du carbone, c'est une réflexion que vous avez en ce moment. Non, en fait, nous on l'utilise essentiellement pour conseiller et arbitrer entre deux choses. Ouais. Mais pour moi, c'est avant tout utilisé comme un élément supplémentaire de sensibilisation. Ouais, c'est ça. Je reviens Ça permet toujours. d'objectiver le truc, quoi. Voilà. Bien sûr, parce que nous, on a des activités très différentes. On répond à une demande, et là, il faut aller sensibiliser le donneur d'ordre avant qu'il envoie sa demande. Alors, on peut essayer de lui demander de faire autre chose, et puis on a des moments où on est maître d'ouvrage. Quand on fait nous-mêmes, alors là, il faut être exemplaire. Donc si demain, on est maître d'ouvrage parce qu'on travaille pour nous-mêmes, là, fondamentalement, si on n'est pas exemplaire, on ne va pas être très bon pour aller convaincre un client de suivre. Donc en fait, en fonction du territoire, finalement, et de la responsabilité de l'entreprise, les modes de réponse seront différents. Il y a des moments où ce mode de réponse est tout à fait adapté. C'est pour montrer qu'on est exemplaire, quand on travaille pour nous-mêmes, quand on est maître d'ouvrage. Et il y a des moments où on ne peut pas se priver de tout le marché qui, lui, est beaucoup plus lent dans son évolution. Est-ce que c'est là qu'on peut parler, parce que tu m'as appris un truc, est-ce qu'on peut parler des délais, par exemple, et de la pression sur les délais que peuvent mettre les donneurs d'ordre sur les bâtisseurs et les constructeurs que vous êtes ? Et tu me disais,
sur un bâtiment à très haute qualité environnementale, par exemple. Mais je ne voudrais pas parler de base. Le geste du compagnon qui fait le joint, Mais c'est bien sûr. 80% de l'efficacité Mais de bien l'ensemble sûr. du dispositif. Ce que les gens doivent comprendre, aujourd'hui, on est en train de travailler sur les composants. Et on est de De plus efficace. plus en plus efficace à savoir exactement quelle est l'équité de tels composants et autres. Et dans nous, l'acte de construire, on est des ensembliers. Et donc fondamentalement, la performance qu'on recherche, il y a une performance technique et je dirais théorique, qui est celle du calcul, et puis il y a la réalité. Et aujourd'hui, la réalité, on ne sait pas tellement la mesurer. Alors, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on revient au fondamental du savoir-faire, parce que c'est sûr, quand on va choisir la bonne fenêtre, les bons isolants et autres, eh ben, la qualité intrinsèque du geste, Voilà. du compagnon, Voilà. c'est lui qui va faire la performance à 30, 40 ans, parce qu'après, vous ne le verrez plus. Donc vous aurez peut-être acheté finalement de la performance environnementale, mais encore faut-il qu'elle devienne réalité. Et ce que je trouve magnifique, c'est que c'est bien par la qualité du compagnon, du geste, du savoir-faire, de sa transmission, qui nous permettra d'aller de l'avant. Alors ça, c'est pour un certain nombre d'éléments. Et par contre, de l'autre côté, là aussi, il faut aider, c'est qu'il y a des moments où l'habitude, où l'ancien geste n'est plus adapté. La conduite, moi je me souviens, quand on était jeune, on nous disait que quand on calait en voiture, on perdait 1 litre. Et maintenant, au contraire, il faut s'assurer qu'on s'arrête et qu'on redémarre. Je prends cet exemple parce qu'on l'a tous les jours. Bien sûr. Et c'est là qu'il faut mesurer, sensibiliser. Donc on a à la fois combattre les mauvaises habitudes, mais aussi se rappeler des beaux gestes. Ouais. Et voilà, il faut réussir les deux. Mais la pression sur les délais, c'est important. Et on peut, dis-le, tu dis, Non, mais je suis d'accord, il se passe que... il y a des programmes on qu'on peut va mener passer- sur 10 ans, c'est ça. On peut avoir 10 ans de procédure, de permis, de recours et autres. Et après, on va choisir à 1 mois près. Et ce temps, en fait, peut complètement changer la qualité intrinsèque du Voilà, bâtiment qu'on La construit. performance du truc. Et je pense que ce sont des choses qu'il va falloir de plus en plus que les donneurs d'ordre prennent en compte, parce qu'il faut aussi du temps pour bien faire, le juste temps. Je trouve ça super intéressant. Enfin, non, mais c'est-à-dire que on va rentrer dans ce moment où effectivement la mise en œuvre pratique, technique absolue, par exemple de l'ensemble de vos solutions, devient aussi importante, voire plus importante, que le design, l'ingénierie de l'ensemble de ces solutions. Et puis il y a aussi des aspects de transformation de procédés qui sont aussi majeurs. On Tout à parlait fait. par exemple des bâtiments. Aujourd'hui en France, vous n'avez pas loin de 60% des bâtiments qui fonctionnent au fioul. Donc il y a un moment, l'électrification du bâtiment va avoir un impact majeur. En plus du beau geste, et j'aime beaucoup l'expression. Ouais, mais, c'est beau, hein. mais donc il y a vraiment, à la fois il faut s'appuyer sur les expertises actuelles, et je suis d'accord que le changement culturel, pour que tout le monde fasse attention à comment est-ce qu'on fait pour aider à décarboner est clé. Et vous additionnez à ça des changements de process de fond, l'électrification du monde. On est en train de rentrer dans la deuxième phase d'électrification du monde. Et enfin, la digitalisation qui permet soit de supplémenter, soit de suppléer un certain nombre de savoir-faire, je dirais, historiques, mais dont certains commencent à être de moins en moins répandus. Rôle des pouvoirs publics, Laurent, comment est-ce que tu vois leur rôle là-dedans ? Moi, je pense qu'ils donnent un petit peu ils donnent clairement le cadre de fonctionnement et les règles du jeu. Je trouve que, par exemple, en France, on a une chance qui est majeure par rapport au reste du monde, c'est qu'on a déjà sur le marché de l'énergie et de l'efficacité énergétique une forme de roadmap commune. C'est-à-dire que, par exemple, les scénarios de RTE, qui datent d'il y a quelques semaines et qui sont le résultat d'un travail de consensus avec vraiment beaucoup de parties prenantes, nous donnent un cap pour nous dire, oui, en 2050, le net zéro, c'est faisable. Alors, on ne dit pas que c'est facile, mais on dit que c'est faisable. Les grandes leçons qui en ressortent, c'est quoi ? Le premier, on va avoir besoin d'efficacité énergétique. Tous les scénarios sont basés sur au moins 40% de gains d'efficacité énergétique.
Le deuxième point, C'est quoi d'ici 2050 2050. Deuxième point, Ça veut dire que pour le même acte, ouais, on dépensera 40% d'énergie en moins. c'est exactement l'idée. Et alors, il y a une partie qui est vraiment pour le même acte, mais il y a aussi une partie qui est liée au deuxième grand levier, qui est l'électrification, qui est que parfois, pour un acte donné, aujourd'hui, on utilise une énergie fossile, où il y a une grande déperdition d'énergie, que demain, on n'aura pas en électrique. Hein. Aujourd'hui, dans un moteur traditionnel, il y a énormément de chaleur dissipée. Dans un moteur électrique, en fait, une grosse partie, plus de 80% de l'énergie, plus de 90%, est transférée dans le mouvement du véhicule. Donc ça participe aussi à l'efficacité de l'énergie. C'est donc le deuxième grand chantier, l'électrification. Et le troisième grand chantier, c'est continuer d'avoir le meilleur mix possible en électricité. Et c'est là qu'il y a toutes les questions autour d'avancer à la fois sur les renouvelables et le nucléaire. Quand on discutait ensemble sur justement cette mutation très profonde que tu vas imposer à tes fournisseurs, tu disais assez justement, il y en a qui peuvent légitimement te dire « Ouais, ok, t'es gentil toi Schneider, mais si mon concurrent ne fait pas les efforts que moi je fais, je vais perdre en compétitivité. » Tout à fait. Et c'est là qu'effectivement, on en parlait plus tôt, mais la question de la régulation, en particulier aux bornes de grandes plaques économiques cohérentes comme l'Europe, permet de s'assurer qu'il y a un vrai nivellement, alors par le haut, Ouais, tout à fait. mais des règles de fonctionnement. Ouais. Et un point très important sur ce sujet, c'est ensuite comment est-ce qu'on met en œuvre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on décide d'un certain nombre de mécanismes, comment est-ce qu'on s'assure qui sont respectés par l'ensemble des parties prenantes et des acteurs. Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un marché à deux vitesses avec des attentes très hautes en termes environnementaux de fournisseurs européens, et puis à côté, dans un certain nombre de pays émergents, pas du tout les mêmes normes, par exemple. Benoît, je vais attendre que Natacha puisse à nouveau nous parler. Benoît, est-ce que... Non, mais alors, question très franche, et je ne veux pas te mettre en porte-à-faux. Est-ce que tu sens les donneurs d'ordre public plus réceptifs à l'ensemble de ce qu'on vient de dire que des donneurs d'ordre privés, par exemple, sur la nécessité de faire des efforts particuliers pour décarboner davantage l'activité du bâtiment? Je pense que dans la réalité quotidienne, aujourd'hui, il n'y a pas d'écart fondamentaux entre le donneur d'ordre privé et le donneur d'ordre public. Je pense qu'il y a des mécaniques qui peuvent se mettre en place. On a longtemps eu dans nos métiers ce qu'on appelait les notes techniques, qui permet de ne pas avoir comme seul critère la partie financière. Et c'est le propre d'ailleurs, le travail tous les jours des acheteurs qui nous écoutent. Ouais. Être capable de ne pas être sur un seul paramètre, et bien de regarder une globalité des choses. Je pense qu'un accélérateur fondamental pour la commande publique serait d'isoler finalement une critère et une notation carbone, surtout qu'on est de plus en plus capable de la calculer correctement et du coup d'avoir des vrais éléments. C'est pour ça que dans l'ensemble des métiers du groupe, on a voulu mettre en avant ces calculettes qui font des liens directs entre le devis en euros et le devis en carbone, si je peux me permettre. Et je pense que la commande publique est capable d'utiliser ça. Mais tu dis il faudrait que ce soit quasiment excluant, c'est-à-dire que ce soit presque le premier des critères, non? Enfin, c'est-à-dire il y a pas forcément une barre au-dessus de laquelle tu ne peux pas rentrer dans l'appel d'offres. Alors, certains parfois le font. Hein, ouais. En fait, quand on va choisir, ça dépend si on veut faire un exemple majeur. C'est ce qui a été fait sur la note technique. Il peut arriver que sur un projet excessivement complexe, si la note technique n'atteint pas un certain niveau, c'est disqualifiant. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas aller dans ces extrêmes. Le but, c'est d'emmener toute la chaîne de valeur, d'emmener nos ETI, d'emmener nos PME. Et donc, fondamentalement, il faut... Mais par contre, les sensibiliser pour leur dire, par cette partie-là, elle est reconnue, je la regarde, et après, je contrôle que c'est bien fait comme j'ai choisi. Je pense que ce sont des éléments, des stimulants. Et ça, c'est très positif. Pas forcément aller jusqu'à l'exclusif, je pense que ça serait trop négatif. Ouais. Natacha? Je suis désolée. Je t'en prie. Juste sur cette problématique de mesure de la neutralité carbone que je trouve très intéressante. En fait, ce serait une aberration de laisser croire aux entreprises qu'elles peuvent en fait atteindre une neutralité en achetant des crédits carbone sur des marchés de la compensation
et quelque part en achetant à bon prix en fait une neutralité carbone. La grosse difficulté, c'est quoi? C'est que ce concept de neutralité carbone en fait n'est pas un standard international. Et qu'aujourd'hui, en fait, alors attention, je ne parle pas des quotas carbone hein, qui sont négociés sur l'ETS. Je parle bien des crédits carbone qui sont en fait déterminés sur le marché de la compensation du carbone. C'est un marché volontaire dans lequel les tarifs sont déterminés de gré à gré. Et on aurait le sentiment en fait que par une opération un peu de jeu d'écriture, les entreprises pourraient quelque part annuler en fait facilement et à bon prix leurs émissions de carbone. Et du coup, c'est la raison pour laquelle vous avez en France une initiative et dont en fait Laurent a parlé, qui s'appelle la Net Zéro Initiative. Et justement qui dit, on ne parle pas de neutralité, on parle de net zéro. C'est net en fait des émissions notamment. Et ça permet à un moment donné de positionner les choses. Et vous avez des entreprises comme Decathlon, comme Somfy, comme Schneider qui appartiennent à cette initiative-là. Puis après, vous avez des entreprises qui sont très vertueuses et puis qui disent, moi, je fais valider en fait mes objectifs carbone par le SBTi. Et le SBTi aujourd'hui, Science Based Target Initiative. Et le SBTi aujourd'hui, c'est l'organisme qui est le plus sérieux, le plus reconnu, et qui, dans la validation des objectifs de l'entreprise, donc objectifs et au sein de sa chaîne de valeur, il dit non, vous ne pouvez pas à un moment donné compenser. Vous pouvez compenser en dehors de la chaîne de valeur. Donc là, en fait, il y a une grande importance d'avoir des choses claires. Et par exemple, une entreprise comme Eiffage, elle fait valider à un moment donné son objectif carbone par le SBTi. Ouais, donc il y a des choses qui sont très importantes. Et qu'on soit d'accord sur le terme de neutralité carbone, pour moi, ce serait vraiment une belle étape. Mais tu sais, Air France l'a vécu et le raconte d'ailleurs avec beaucoup de transparence. Ils ont fait une erreur qui a été de dire voler donc sur des vols intérieurs, voler carbone neutral parce que c'était compensé. Mais c'est pas seulement les associations, l'ensemble des consommateurs qui se sont retournés devant eux en disant arrêtez quoi, c'est n'importe quoi. Et juste rapidement, on arrive au bout, mais le poids des salariés là-dessus est, je pense, aussi très très important. À l'intérieur de vos entreprises, ces histoires de compensation, ça passe plus. Non, est-ce que je... Oui, c'est certain. Enfin, moi, je dirais, clairement, c'est un passage transitoire qui n'est pas nécessairement négatif, hein, parce que ça permet pour un certain nombre d'entreprises d'apprendre déjà tous ces mécanismes et puis de s'engager, alors même que leurs processus cœur ne sont pas transformables immédiatement, mais c'est transitoire, c'est très clair. Le deuxième point pour moi, c'est qu'effectivement l'engagement des employés pour toutes les entreprises qui vont à fond vers le développement durable, il est clair. Hein. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est clairement un message fort des équipes de dire on aime le fait que Schneider soit leader dans cette transformation de l'environnement. Et on le voit tous les jours dans les recrutements. C'est-à-dire en 10 ans, quand vous voyez vraiment l'écart dans ce qui motive les jeunes quand ils veulent rentrer dans l'entreprise, c'est assez frappant. Aujourd'hui, l'idée de pouvoir aider à transformer notre monde économique, de façon positive, hein, avec du développement, de la croissance, mais pour aller vers un 2050 à net zéro, leur enthousiasme, il est majeur. Et c'est un avantage. Oui, tout à fait. Leur enthousiasme est très important. Et surtout quand on va au cœur de leur processus du quotidien. C'est pour ça que l'éducation est très importante. Bon, chez Eiffage, j'ai au plus un avantage, c'est que l'actionnaire de référence, c'est les salariés. Donc on est hyper alignés. Nous, il n'y a aucun problème et c'est très vertueux. Et je dirais une autre chose, et ça, par contre, les pouvoirs publics devraient faire attention, parce que je ne suis pas sûr que la finance sera forcément allée dans le bon sens. C'est qu'il va falloir regarder l'évolution, parce que c'est trop facile d'arbitrer un métier. Ouais. Et je pense que des entreprises comme les nôtres doivent garder ces métiers parce qu'on sera capable, avant beaucoup d'autres peut-être, de faire les investissements nécessaires pour les aider à évoluer. Le pire pour moi, ça serait de dire qu'on a décarboné parce qu'on a vendu tel actif qui était plus carboné que les autres. Absolument. Ça, c'est un non-sens et malheureusement, il va falloir s'en méfier puisque les pressions, notamment du côté de nos actionnaires, pourraient aller dans ce sens-là. On peut le dire, tu as une carrière par exemple qui fait de la chaux, c'est ça hein, Benoît? Bah oui, c'est un tiers de tes émissions carbone et tu veux la moderniser, tu veux travailler dessus et pas la vendre alors que ce serait vraiment le plus simple. Quoi, voilà. Et puis on a des collaborateurs. Très très important. Et c'est très intéressant, c'est que la chaux, on en a besoin. De tout temps, on en a eu besoin, on en aura toujours besoin parce que
pour être capable de bien réutiliser les terres sur un terrain existant, souvent, on améliore les caractéristiques techniques en mettant de la chaux. Donc vous voyez, il y a toujours finalement, entre guillemets, des conflits, des arbitrages, mais c'est ça qui rend la valeur ajoutée de tous les acteurs de la chaîne beaucoup plus important. Un mot de conclusion. Non, c'est la conclusion, Pardon, c'est la Natacha. conclusion. Vas-y. Alors, Mais c'est pour toi la conclusion. Si c'est la conclusion, juste un mot. En une C'est minute. qu'on voit bien en fait qu'il va falloir à un moment donné aller vers une logique de transformation, il va falloir repenser nos méthodes, etc. Et pour faire très vite, à ce moment-là, je vais citer Albert Einstein qui nous dit « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en ayant recours à la même façon de penser que celle qui les a générés. Formidable conclusion pour cette matinée. Merci de nous avoir suivis et évidemment, les universités des achats qui continuent cet après-midi.